En même temps, il faudrait peut-être mettre en avant du coup les recherches qui ont été faites en psychanalyse, les recherches qui ont été faites justement en phénoménologie, où ils estiment qu'en effet il faut prendre en compte cette dimension affective qui n'est pas forcément réductible et résumable à que du biologique ou du chimique. Ça c'est un danger, vous le voyez si vous lisez un peu les journaux à l'heure actuelle, hein, le débat actuellement sur faut-il ou non faire des manipulations génétiques, on est vraiment dans cette idée qu'on va naturaliser l'homme. Il y a des Watson, celui du prix Nobel qui a découvert l'ADN, Watson écrit que Watson a déclaré il y a 2 ans que pour lui le gène n'était pas du tout quelque chose de sacré, on pouvait le manipuler comme n'importe quel gène de la nature. Pour lui, l'homme c'est un être naturel, c'est la même biologie. Il n'y a aucune raison de s'arrêter dans les manipulations, et c'est quand même un prix Nobel de chimie, de biologie, il y en a beaucoup comme ça. Donc c'est vraiment des gens, et évidemment suivis par les politiques, qui sont persuadés qu'on peut tout à fait aller très loin. Donc là, il y a peut-être de ce point de vue-là l'échange exploré. Peut-être la psychanalyse va vous dire, mais oui, d'accord, même si c'est un cerveau avec plein de chimie, les gens souffrent, ils ont des difficultés, ils sont dépressifs, et c'est pas en triturant les neurones qu'on va expliquer tout ça. Donc de la même façon, c'est pas en triturant aussi la chimie du cerveau qu'on va expliquer ce qu'est un affect face à une œuvre d'art. D'autant que pour l'esthéticien, évidemment, il y a l'affect en général, mais un affect à partir d'une œuvre d'art, donc un affect produit par un objet d'art, est-il le même, c'est une question très légitime après tout, est-il le même qu'un affect qui se produit devant un beau lac ou devant une personne que je trouve très belle. Donc là aussi, c'est des questions finalement anciennes et vieilles, et qui se posent à nouveau dans ce domaine. Alors, précisément, effectivement, celle de la... Alors, on parlait du sujet comme une question qui intéresse les artistes et très souvent, et les œuvres, et la société, évidemment. Sujet, subjectivité. Alors, il y a peut-être un volet là où je voudrais revenir. L'intérêt aussi de ce que tu cernes et de ces dispositifs, de ces tentatives de repérer des structures dans la production du sens, c'est aussi une réponse historique, et je te cite des lignes que tu cites, ce n'est pas toi directement, c'est madame, son nom m'échappe à l'instant, c'est pas Anne Hainaut qui écrit toute tentative sémiotique, c'est dans la partie sur la sémiotique, hein, mais je crois qu'on peut l'élargir aux 3 moments que tu distingues. Toute la tentative sémiotique s'inscrit dans l'espace créé par la dénonciation de l'empirisme spontanéiste et intuitif qui régnait jusqu'alors dans la perception des significations. Alors, il y a quand même là une question sérieuse dans ce que pointe Dame Hainaut. Toute tentative sémiotique, je crois toute tentative d'une certaine manière de ces ambitions théoriques-là, de manière très différente, s'inscrit aussi précisément dans un débat tel que la modernité sur laquelle on pointait venait réactive, peut-être un peu malgré nous, peut-être comme le fait que ces tentatives théoriques-là n'ont pas suffi, d'une certaine façon, à éviter effectivement l'empirisme spontanéiste et intuitif qui régnait jusqu'alors dans la perception des significations, et j'ajouterais derrière Hainaut, qui n'a pas fini de régner, visiblement. Alors, cette histoire-là, on est sur la question de la subjectivité, et autant toutes ces tentatives-là sont des tentatives méthodiques, effectivement, de désubjectiver le jugement, d'essayer de trouver, en tout cas, non pas forcément, comme je trouve même que tu vas un peu vite à le dire, non pas pour interdire l'hypothèse du jugement, mais pour en tout cas accorder que ce n'est pas dans le corpus théorique qu'elle construise, elle. Hein, elle le laisse, disons, au mieux, peut-être que je fais un peu beaucoup crédit là, de côté, sans le brûler forcément. Ce qui reste quand même une question, c'est effectivement le retour derrière ça de ce qui a causé peut-être la radicalité de ces positionnements-là, qui est cette difficulté devant le jugement. Et on va revenir à la fois aux questions d'esthétique et aux questions de la critique dans tout ça. Hein. Puisque est-ce que quand même, ce qui n'est pas remarquable, ce qu'on a beau jeu de critiquer avec un bagage intellectuel comme le tien, par exemple, c'est effectivement cette capacité de distance et de capacité de construire le jugement comme effectivement quelque chose qui se construit et pas quelque chose qui relève de la spontanéité et de l'intuition. Bon, il y a 2 volets. Donc il y a en effet l'idée de tous ces champs qu'on vient de nommer. Et il y avait quand même une volonté de clarifier tout ça. Hein. Donc, s'agissant de l'art, évidemment, mis à part le fait qu'il fallait clarifier pour Freud ce qu'était le conscient, par exemple. Donc, ils se sont dit, ces auteurs divers se sont suicidés dans le temps, que quand il y avait des approches artistiques, ce n'était pas très clair, c'était assez intuitif, on écrivait des textes, mais bon, rien n'était vraiment démontré, et qu'il y avait une sorte d'approche un peu amateur, donc pour aller très vite, mais ils disent souvent pas scientifique. Hein. C'est-à-dire tout ça, c'est pas bien clair. Quand on se sert des signes, il faut être très sérieux sur ce que c'est qu'un signe, etc. L'inconscient, c'est quelque chose de très précis aussi. Donc il fallait
en quelque sorte déterminer ces éléments-là et comment il fallait clarifier ce que disent les gens sur les œuvres d'art. Donc il fallait amener en quelque sorte à la clarté, à une certaine rigueur. Les sémioticiens le répètent souvent. Il fallait, dit-elle, oui, elle visait à repérer, nommer, dénombrer, hiérarchiser d'une façon systématique et objective les unités de signification et leurs organisations en ensemble de toutes dimensions. Oui, c'est-à-dire qu'il fallait... c'est tout simple, hein. On dit, voilà, un tableau il fait 2 signes. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire le signe. Est-ce que la couleur, par exemple, est un signe? Si c'est un signe, bon, il y a les couleurs comme signe. Ensuite, est-ce que telle ligne est un signe, etc. Donc, est-ce que les traits sont les mêmes signes que ceux des couleurs, puisque, bon, etc. Donc, il fallait, en fait, en quelque sorte, cartographier tout ça, le rendre plus clair. Et à partir de là, en quelque sorte, expliquer, bon, par exemple, pour le cas de la sémiotique et du jugement, il y a l'idée, bon, eux ils écartent le jugement pour des raisons, le jugement de l'œuvre d'art, hein, parce qu'ils estiment que c'est une idéologie et que donc c'est fluctuant, que selon les époques, les goûts changent, qu'il y a des modes, bon, ce qui est vrai aussi, et que donc s'il y a des modes et que ça change tous les 10 ans, ou tous les 5 ans, ou tous les ans, on ne peut pas faire une science de ça, c'est pas possible. Donc il faut trouver une autre façon d'approcher, et donc la façon d'approcher cela, ce n'est pas les récepteurs qui changent tout le temps de goût, parce que c'est ça dont elle parle, donc l'empirisme, le côté quotidien au jour le jour, mais qu'il faut partir de la fonction des œuvres et voir si ces œuvres ne fonctionnent pas de façon en quelque sorte systématique et qu'il y a une structure profonde qui ne change pas, quelle que soit l'évolution des goûts des gens. Et alors le problème, c'est qu'évidemment les fonctions des œuvres changent en fonction des goûts. Enfin, mais ça, le nient les sémioticiens. Donc il y avait ce volet-là qui consistait à rendre plus clair tout ça, et donc grosso modo l'histoire de l'art et la critique. Hein, parfois ce n'est pas dit, mais d'une certaine manière, des gens comme Schaeffer, à la belle époque de la sémiotique, estimaient que tous ces discours d'historiens de l'art étaient vaseux, c'était flou, on ne savait pas trop de quoi ils parlaient, tout ça c'est un peu vague, et donc il faut trouver il faut formaliser en fait. Il faut formaliser l'œuvre, il faut formaliser le discours qu'on tient sur elle, et formaliser les rapports que l'on a à une œuvre. C'est-à-dire que si on éprouve quelque chose face à une œuvre, si on a tel sentiment, ça veut dire quoi? Avoir un sentiment. Et si on a un sentiment de plaisir,